Là, on charge les algues qui viennent d'être récoltées pour les cuire et après les saler. Connaissez-vous l'odeur d'un sol non labouré ? Le goût du pain issu d'une semence paysanne ? Savez-vous que le maraîchage bio-intensif peut produire à surface équivalente 5 fois plus qu'une exploitation conventionnelle ? Je suis Alice Roy et chaque mois, je vous emmène à la rencontre de ces agricultrices et agriculteurs qui repensent leurs pratiques pour remettre de la vie dans les sols et ouvrir la voie à une agriculture nourricière et régénératrice. Des reportages en immersion, partout en France, enrichis par le regard de chercheurs pour comprendre et penser une autre agriculture. Une autre agriculture. Un podcast Château Cheval Blanc. Épisode 10, Cultiver la mer. Avec Mathilde Lemoine et Corentin Marty, algoculteurs en Bretagne. Donc l'algoculture, c'est une façon de produire plus, d'une qualité meilleure et puis d'avenir, quoi. On dit souvent le poumon de la Terre, c'est la grande forêt tropicale. On parle de l'Amazonie ou même des forêts boréales. Et Gilles Boeuf, biologiste, professeur à Sorbonne Université, président du Centre d'études et d'expertise en biomimétisme et professeur invité au Collège de France. L'océan produit plus d'oxygène que l'ensemble de tout ce qui est végétal terrestre. Pour ce dernier épisode, quittons un instant la terre ferme. Nous nous rendons dans le Finistère Sud, entre l'Esconil et Loctudy, deux charmants ports de pêche bretons. Ici, il est toujours question d'agriculture, mais pratiquée en mer. À 4 km des côtes, un jardin suspendu subaquatique ondule à 2 mètres sous la surface. Sur cette concession de 150 hectares, attribuée pour 15 ans à la société Algolesco, une petite équipe œuvre avec passion, peu importe les conditions météorologiques, pour cultiver des algues destinées à la consommation humaine. Je rejoins l'équipe d'algoculteurs sur le port de l'Esconil. Nous, on est des algoculteurs, donc on produit des algues en mer. En fait, on n'a rien inventé. Dans le monde, les algues, c'est 36 millions de tonnes qui sont produites à 97% par de l'algoculture. Donc, on est quand même sur un végétal originel avec lequel on prend les semences au plus près de nos parcs. On les remet dans leur milieu naturel et après, elles poussent avec le soleil, les nutriments de l'eau. Donc, on est sur quelque chose de vertueux et assez simple finalement. Là sur l'Esconil, on est vraiment sur le site historique d'Algolesco, qui est une société qui a 10 ans déjà. On a fait nos armes sur ce site. L'enjeu était, on est sur un site Natura 2000, on doit respecter des conditions particulières. On a des ancrages pour tenir nos corps d'algues. On a des ancrages qui n'ont pas d'impact ou peu d'impact sur l'environnement. On a dû développer nos techniques pour éviter les chaînes en fait, qui classiquement viennent abîmer le fond de la mer. Donc aujourd'hui, on a 40 km de cordes ensemencées avec des algues sur ce parc. Et on est occupé. C'est le parc qu'on va voir aujourd'hui avec Mathilde, responsable des cultures. C'est ça. Elle gère depuis les closeries aux structures en mer. Voilà. Et après, il y a toute une partie récolte aussi. Et après, on a une partie stabilisation des algues sur lesquelles on a eu la chance en fait, d'avoir l'accompagnement de partenaires japonais qui nous ont vraiment enseigné des techniques traditionnelles japonaises et qui font que les algues, en plus de pousser dans leur milieu de façon naturelle, sont hyper bonnes à consommer. Donc voilà, ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'une algue ? Alors, le mot algue, pour un scientifique, il est compliqué parce qu'en fait, c'est un fourre-tout pas possible, quoi. C'est végétal, faut quand même le dire, hein. C'est-à-dire qu'elles font de la photosynthèse, hein, même celles qui ont peu, sont pas toutes vertes. Donc, une algue, au départ, un végétal, il est souvent photosynthétique. Et ça va être la première réaction que le vivant va inventer dans une physique antérieure dans laquelle se trouvait la Terre, en fait, et tout l'univers, hein, depuis l'origine de l'univers et du vivant. Alors, les premières cellules vivantes sont des cyanobactéries qu'on appelait algues bleues à l'époque, on a un petit peu changé. Donc, ce sont des bactéries qui vont inventer, on est vers entre 2,50 et 3 milliards d'années, hein, eh bien, elles inventent la photosynthèse. Et ça va être la première clé de la vie sur la planète Terre. Il faut de l'eau. Donc, la photosynthèse dans de l'eau, sinon ça ne se passe pas. Il nous faut bien sûr de la lumière.
lumière gratuite du soleil. Ce qui veut dire que sur les algues, on aura des interférences très fortes avec la profondeur de l'eau. Et là, on va utiliser le CO2, ce fameux dioxyde de carbone qui nous empoisonne pas mal l'existence aujourd'hui. On en a émis beaucoup trop depuis la révolution industrielle. Eh bien, ce CO2, dans de l'eau, avec de la lumière, permet de produire 2 éléments essentiels pour la vie, de l'oxygène et du carbone, au travers, effectivement, de la matière organique que l'on connaît bien, quoi. Des sucres. Donc, sucre et oxygène produits en contrepartie dans de l'eau, de la lumière et puis du CO2. Et les algues ont inventé ça. Quand cette vie invente cette photosynthèse, elle va charger la Terre en oxygène, d'abord dans l'océan, puis c'est comme un verre à dents, quand il est saturé, l'oxygène il sort, et va se former l'atmosphère autour de la Terre, qui permettra à la vie de sortir de l'océan beaucoup plus tard, et d'utiliser la respiration à partir de l'oxygène que l'on connaît bien aussi, chez les animaux par exemple. Et ça c'est intéressant parce que finalement ça va oxyder la Terre, c'est la grande oxydation, on est vers quelque chose comme un peu moins de 3 milliards d'années, et en fait ça a modifié même le monde minéral. On a au moins les 2/3 des minéraux d'aujourd'hui qui n'auraient pas existé sans l'invention par la vie de la photosynthèse et de l'oxygène si abondant dans les systèmes en fait. Malgré les conditions météo ventées et pluvieuses peu favorables à une sortie en mer, Mathilde Lemoine, responsable des cultures marines chez Algolesco, est déjà sur le bateau, fin prête à rejoindre la concession, donc les champs d'algues en mer. Bon, donc là je descends l'échelle et je grimpe sur la barge. Je largue les amarres pour... Et là on va faire quoi ? Du coup là on va sur la concession, relever des lignes, essayer de voir la pousse et normalement on récolte demain. Donc là on va peut-être apercevoir les premières bouées mais j'ai pas une très bonne vue donc donc la première bouée là on va voir la bouée de balisage jaune là-bas qu'on aperçoit sur notre droite. Ça, c'est l'entrée de la concession. Donc c'est le début du champ. Oui, c'est le début du champ. Donc là, c'est une concession qui fait 150 hectares. Là, comme les algues elles sont développées, on est en fin de saison de pousse. Et on voit qu'il y a une bande noire en surface. Alors ici, c'est des filières de 100 mètres. La filière, donc c'est le bout de support sur lequel les algues poussent. Et elles sont maintenues en fait entre 2 lignes de mouillage. Hop. Donc là, c'est une filière de wakame. Donc on voit que les algues, elles sont bien développées. Bon, je viens de prélever des algues sur la filière pour voir si elles étaient un peu abîmées au bout, pour voir la qualité. Les conditions de mer, elles sont pas toujours faciles. C'est pas évident de travailler quand il y a de la houle résiduelle comme ça sur le site. Le temps n'est pas encore assez clément pour la récolte des algues. L'opération était assez périlleuse au vu de la houle qui secouait le bateau, mais Mathilde est parvenue à prélever une algue pour l'observer et l'étudier. Alors là, sur le wakame, ici, qu'on a en main, on a la partie haute qui est le mécabou, qui est à la base de l'algue en fait. Au-dessus du mécabou, normalement, il y a le crampon là, qu'on a enlevé, qu'on a coupé l'algue sur la filière, donc qui vient retenir l'algue sur la filière. C'est pas des racines, mais ça peut s'apparenter. Et ensuite, donc on a la feuille, ce qu'on appelle aussi le thalle de l'algue. Et la spécificité de la wakame, c'est qu'on a une nervure centrale, donc une sorte de tige un peu plus rigide au milieu de la feuille. Et là, on est sur des algues qui font entre 1,50 m et 2 mètres. C'est la taille adulte de ces algues-là, de ces algues brunes. Ouais. Elles produisent beaucoup de biomasse en très peu de temps, donc c'est l'intérêt des algues, c'est impressionnant la croissance. Et puis là, on peut en goûter, si vous voulez goûter. C'est quoi, ça ressemble à quoi quand tu le trouves ? C'est assez doux en fin de compte. Et puis sur la partie la feuille, il y a des petits poils invisibles mais qui font des petits points. Donc c'est un peu plus rugueux. Mais...
Le wakame, il a un goût d'huître, donc très iodé, mais vraiment un arrière-goût de l'huître. Quand il est frais, parce qu'une fois blanchi ou une fois déshydraté, il a perdu cet aspect. Et la texture sous la dent? Et c'est plutôt croquant, ouais. Un peu moins que le kombu royal, mais... Et puis il y a des restaurateurs étoilés qui nous demandent des algues comme ça, fraises sorties d'eau, on appelle ça de la primeur, et qui vont venir parce que c'est un produit qui se garde très peu en fraises sorties d'eau. Une fois qu'on l'a sorti d'eau, ça se garde 24-48 heures grand max. Comme ça, fraises sorties d'eau, elles sont très concentrées en iode, donc on peut en manger un peu, mais il ne faut pas en abuser. Mais par contre, dans notre processus de transformation, quand on vient blanchir les algues, ça abat le taux d'iode dans l'algue. Donc à ce moment-là, on peut en consommer davantage. Quel rôle elles jouent, les algues, dans le climat, dans la vie? Il est fantastique par la biomasse d'abord. Alors là, il ne faut pas qu'on oublie les micro-algues que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est vrai que quand on voit un arbre, par exemple, je suis comme tout le monde, un naturaliste, on est tous amoureux des arbres. Tout quelqu'un qui n'aime pas les arbres, il est fou. Et donc, c'est vrai que ces arbres, sur la Terre, sont spectaculaires. L'algue, c'est aussi important, plus important dans l'eau, pour deux raisons. On dit souvent le poumon de la Terre, c'est la grande forêt tropicale. On parle de l'Amazonie ou même des forêts boréales. Eh bien non, l'océan produit plus d'oxygène que l'ensemble de tout ce qui est végétal terrestre. Et l'océan, vivant, on est bien d'accord, et ça, il faut qu'on insiste beaucoup là-dessus, c'est le plancton de l'océan. Et c'est le phytoplancton, le plancton végétal, fait par ces microalgues qu'on évoque ici. Alors, des familles moins connues, les coccolithophoridés, nous ont fait des énormes falaises calcaires du pays de Caux, par exemple. Il y a aussi les diatomées tellement merveilleuses et importantes, avec un squelette absolument inoubliable dès qu'on le regarde un petit peu. Il y a énormément de groupes d'algues, microalgues. Eh bien, en biomasse, elles font plus que les forêts tropicales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première masse vivante de la Terre, c'est la biomasse des microalgues de l'océan. Il y en a aussi dans les lacs, bien sûr, et dans les eaux saumâtres, mais l'océan est beaucoup plus grand. Mais on revient à l'histoire de lumière qu'on évoquait tout à l'heure, c'est à la surface. Parce que quand on est en grande profondeur et dans le noir complet, il ne peut plus y avoir de photosynthèse, puisqu'il n'y a plus de lumière. Et là, en fait, c'est de la chimiosynthèse qui prend le relais. Et il faut remonter aux années 1977-78, Il y a un sous-marin américain qui s'appelle Alvin. Nous, on avait le Nautil en France, qui a fait aussi des belles découvertes. On descend au-delà de 6000 mètres. Et là, on va découvrir... Alors, c'est assez récent, parce que la première plongée, il n'y avait que des géologues à bord, d'ailleurs, et des chimistes, pas de biologistes. Et ils reviennent en disant, c'est incroyable. On est à 3000 mètres de fond, étoile large des Galapagos. Il y a des vies absolument incroyables, dans le noir complet, qu'on observe à travers la lumière des projecteurs du sous-marin. Les biologistes, mais vous déraillez, c'est pas possible. Ils redescendent et puis on se rend compte qu'il y a des zones d'océan, de vie incroyables au fond de l'océan, sans la lumière. Et c'est la vie, effectivement, de la chimiosynthèse, où là, effectivement, les êtres vivants utilisent non pas la lumière, puisqu'il n'y en a pas, mais du soufre et d'autres éléments pour produire de la biomasse et pour exister. Et avec des biomasses, donc des masses vivantes, largement aussi importantes que dans une grande forêt tropicale. Pendant que nous étions en mer pour aller observer l'état de pousse des algues, une autre équipe en a profité pour aller récolter à la main, cette fois-ci, les haricots de mer, en bord de plage. Je les retrouve après la récolte qui s'est déroulée sous la pluie, dans le hangar de transformation à Loctudy. Là, on est à Algolesco. Donc c'est le site de prod de Algolesco. On est juste devant l'endroit où on travaille. C'est un petit port de pêche dans le pays Bigoudin Sud. Juste en face de nous, on a l'île Tudy. Et donc là, on est sur le site de production Algolesco, situé donc sur le port. Et ici, il se passe quoi ? Ici, ça va être tout ce qui va être production de produits d'algues transformées techniquement. Là, on charge les algues qui viennent d'être récoltées pour les cuire et après les saler. Donc, Corentin Marty, responsable qualité chez Algolesco. Et c'est quoi une algue ? Déjà, le terme, il est hyper large. Parce que dans les algues, tu peux comprendre microalgues, tu peux prendre cyanobactéries, tu peux prendre... Nous, on est spécifique sur les macroalgues et en plus sur les laminaires. Donc, c'est des végétaux marins, donc algues brunes, qui poussent à peu près à moins 40 maximum, mais plutôt moins 20 mètres de fond. Et ça peut aller jusqu'à les marées basses, quoi. Donc,
c'est à peu près entre moins 40 et le 0, quoi. Voilà, donc ça, c'est cette partie-là où en fait il y a le plus de lumière, et donc c'est là où les algues brunes poussent. Il leur faut quoi aux algues pour pousser ? Bah, c'est un végétal, donc il lui faut de la lumière, de l'eau, bon ça là les algues pour le coup elles en ont, et des nutriments. Nutriments, macronutriments et micro, donc tout ce qui est azote, phosphore, et puis après tous les autres minéraux qu'elles trouvent dans l'océan, et notamment l'iode. Et est-ce qu'il y a un lien entre la terre et la mer ? Finalement, la qualité de la terre impacte les produits que vous produisez en mer ? Ah, dans le sens, oui, alors ça c'est la qualité des eaux, oui. Nous, on n'est pas impacté par tout ce qui est surcharge en macronutriments, donc lié aux activités humaines, donc les stations d'épuration et l'agriculture. Nous, au contraire, au plus il y a de nutriments dans l'océan, à la limite, au mieux on est. Maintenant, par contre, on fait très attention à la qualité de l'eau, plutôt en termes bactériologiques. On a besoin d'une très bonne qualité d'eau, notamment pour être certifié bio. Donc ça, c'est hyper important, hein. On travaille beaucoup avec les communautés de communes, les mairies, et puis même avec les associations, hein, pour vraiment tendre à ce que l'eau bretonne, qui est déjà bonne, soit vraiment encore meilleure, quoi. Et que vraiment on puisse cultiver dans une eau de la meilleure qualité possible, quoi. C'est un bon enjeu, ouais. Et on y travaille. En quoi la qualité du sol à terre impacte ce qui se passe en mer ? Alors, ça c'est très important aussi comme question, parce que vous savez que la contamination, la pollution littorale, elle est à 80% d'origine terrestre, hein. C'est ce que les humains émettent dans leurs fleuves, hein, qui arrivent à la mer, hein. Chaque jour, les fleuves déversent des milliards de tonnes de sédiments qui viennent de la terre. En plus ou moins bonne qualité, bien évidemment, hein. Donc l'océan se contamine par la terre, hein. Les métaux lourds, les mines qui ont été ouvertes, on a un gros problème de cadmium en France, dans la zone centrale, hein. Les bassins depuis Arcachon jusqu'à l'estuaire de la Loire, ces anciennes mines qui ont été exploitées il y a 200 ans, hein, et qui continuent à amener cet élément très toxique dans le milieu. Alors un exemple précis, très concret, quand on travaille, nous, sur l'estuaire de la Seudre. Donc on est près de l'île d'Oléron, là au fond en Charente, et on va regarder, on arrive à mesurer les atomes qui constituent les huîtres. Et le plancton aussi, les planctons et les huîtres. Alors plus on est proche de la côte, et plus on retrouve un carbone qui est d'origine des chênes de la forêt charentaise. Je retrouve les atomes de chêne, des feuilles de chêne dans les huîtres. Vous voyez, c'est merveilleux comme relation. Et plus je suis loin vers la mer, plus j'ai une signature océanique. Et quand je suis loin de la côte, j'ai du plancton marin à ce moment-là. Hein, c'est très, très spectaculaire pour vous montrer, répondre à cette question-là. C'est très, très clair et net et facile à comprendre, hein. Plus on est proche de la Terre, plus on reçoit des effluents terrestres qui sont plus ou moins propres, évidemment, et on se contamine. Donc, et l'océan côtier est beaucoup plus riche que l'océan au large, parce qu'il est fertilisé, on appelle ça des apports terrigènes, hein, par la Terre, qui amène des éléments alors, très chouettes, hein, et puis des fois qui vont moins bien. Comme quoi ? De chouette et de moins bien. Moins bien, c'est les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens, dramatiques. Et toute la pollution que vous imaginez bien. Tout ce qui vient des pesticides, des herbicides, des fongicides, ici à Bagnoul, c'est dans la plage, hein. Tous les produits que les viticulteurs utilisent, je les retrouve sur la plage de Bagnoul. Donc c'est pour ça, en fait, la mer côtière est fertilisée dans le mauvais sens des fois. Alors, j'ai bien aimé la réponse d'un de vos client gentil là qu'on écoutait dans l'émission sur les algues. Il dit écoutez, nous finalement on est contents parce qu'une surproduction organique ça aide effectivement le plancton à se développer jusqu'à un certain point, parce que quand il y en a trop, ça fait ce qu'on appelle un excès d'eutrophisation, et là quand c'est trop riche, ça effondre le niveau d'oxygène. Donc la surrichesse en produits organiques amenés, c'est des azotes de l'azote, hein, du carbone, des champs, hein, fait qu'on arrive à des moments où l'oxygène disparaît. Il y a des coins en mer Baltique, il n'y a plus d'oxygène, hein. Donc c'est pour montrer que les apports terrigènes sont fondamentaux sur la qualité de l'eau. Et puis aussi, il y a l'aspect global, effectivement, actuellement, du climat qui change trop vite, hein, et ça, l'océan côtier est très affecté aussi. Comment on cultive les algues en mer ? À quelle profondeur ? Au plus proche de la surface, mon capitaine. L'idée, c'est justement que l'algue soit toujours dans l'eau, hein, pour qu'elle profite de ses nutriments, mais aussi qu'elle ne soit pas découverte. Et donc la technique, c'est donc il y a des blocs de béton qui sont immergés dans le fond de l'océan, hein, qu'on relève chaque année pour les vérifier, quoi. Donc les blocs sont sur le fond, à la surface vous avez des bouées, et entre ces bouées-là, on va venir tendre ces bouts de culture de 100 mètres, enroulés de cette petite garcette avec les plantules. C'est comme ça qu'on fait de la culture en mer.
C'est comme dans un champ avec un rang de patates, quoi. On aura un rang d'algues, quoi. L'algoculture, c'est l'agriculture du futur si on n'a pas besoin d'eau, on n'a pas besoin d'intrants. Pour moi, c'est l'agriculture d'aujourd'hui. Oui, il n'y a pas besoin d'eau, il n'y a pas besoin d'intrants. Effectivement, intrinsèquement, l'algue pousse dans l'océan. Donc l'océan est déjà riche en fait, de tous ces minéraux, oligo-éléments, macronutriments. Et puis, il y a des valeurs nutritives aussi qui sont intéressantes dans les algues. C'est beaucoup de fer, beaucoup de magnésium, beaucoup de calcium. C'est une algue qui est très largement consommée en Asie. Nous, on n'a pas la culture en Europe, mais ça arrive. Ça arrive. Alors là, on est sur du haricot de mer, haricot ou spaghetti. C'est une algue de rive, une laminaire, brune au début, et quand on la cuira, elle deviendra verte, vert pomme. Et c'est très bon à manger. Tu vois, là, on pourrait imaginer un spaghetti dans une petite assiette. Là. Ah, si tu veux goûter, si tu veux. Allez. C'est bourré d'iode. Ah, c'est fibreux. Ah, bah oui, c'est des algues. C'est salé. C'est des algues. Quand on est jeune et qu'on veut se lancer, est-ce que c'est facile de se lancer en algoculture ? On voit beaucoup de gens qui récoltent et qui récoltent les algues sauvages, mais finalement les cultiver c'est autre chose. C'est beaucoup de métiers. L'algoculture, c'est énormément de métiers parce qu'il y a toute la partie en mer, il y a toute la partie écloserie, il y a toute la partie transformation, il y a la partie commerce, marketing. En fait, c'est un ensemble et on est le début d'une filière. Parce qu'après, nous, en tant que récoltants et pré-transformateurs pour vraiment stocker nos algues, après, il y a toute la filière agro qui se met en place, quoi. Et donc, c'est toute une filière. Il y a tous les métiers dans l'algoculture. En Bretagne, vous êtes combien d'algoculteurs ? De mémoire, il doit y en avoir peut-être une dizaine. On n'est pas beaucoup. En fait, historiquement, il y a eu l'algoculture en Bretagne, elle a près de 50 ans maintenant. C'est des petites parcelles, un peu dans toute la Bretagne, essentiellement en Bretagne d'ailleurs, quasiment que en Bretagne. Là, aujourd'hui, nous, on est sur une échelle un peu plus grande, en fait, qui nous permet justement de créer toute une filière, de pouvoir récolter suffisamment de quantité, pour avoir aussi des équipements qui nous permettent de processer les algues d'une certaine façon, et puis de proposer des volumes assez intéressants aux agroalimentaires. Vous produisez quelle quantité ? On produit 200 tonnes à l'année. On est parti de rien, vraiment. La culture en haute mer comme ça, des structures maritimes, il n'y avait rien. Cette gestion des semences comme ça, à grande échelle, il n'y avait rien. Le commerce de l'algue bretonne bio, on est parti vraiment de zéro, quoi, d'un côté. Il y a un marché qui existe en Bretagne, maintenant il faut aussi que le marché accepte notre algue comme elle est, avec sa qualité, mais aussi son prix, quoi. Est-ce que la culture d'algues est rentable ? Aujourd'hui, toute la difficulté, elle est de trouver un marché qui peut en fait supporter les volumes qu'on fait aujourd'hui. C'est des volumes qui sont très faibles à l'échelle mondiale. C'est un pouillème comparé à ce qui se fait en Asie. Mais là-bas, ils ont le marché et ils ont la culture. Donc oui, ça peut être rentable. Combien ça se vend un kilo d'algues et à qui ? Une algue, on va la vendre à des grossistes à autour d'une vingtaine d'euros le kilo. Qui consomme les algues que vous produisez ? On travaille avec des grossistes en tout ce qui est RHF, donc c'est tout restauration hors foyer, ça va être les traiteurs, les restaurants. Donc on a une première partie là-dessus et puis une deuxième partie agroalimentaire. Donc ça va être des entreprises qui vont travailler nos algues en tant qu'ingrédients. Donc ils vont allier ça à leurs recettes, qui vont essayer de démocratiser les algues en les insérant en petites quantités ou des fois même grosses quantités dans leurs produits. Puis après la partie cosmétique, là c'est une petite partie qui nous permet en fin de saison de pouvoir récolter les algues qu'on n'a pas eu le temps de récolter ou qui ont une moins bonne qualité, de pouvoir les déclasser, les vendre quand même pour leur propriété je dirais, d'intérêt plutôt que leur propriété organoleptique et nutritionnelle.
Que pensez-vous de l'algoculture ? En fait, on voit aujourd'hui qu'en agriculture, l'accès à la terre est difficile, l'accès à l'eau est de plus en plus difficile. Est-ce que l'algoculture et la culture de la mer, c'est une orientation intéressante ? Ah, je crois énormément. Hein. D'ailleurs, d'autres nous le démontrent. Hein. C'est nous qui sommes en retard en Europe et en France. Hein. On aurait dû faire ça depuis des lustres. Vous savez, les premiers Français qui ont commencé à bouffer de l'algue, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale en Bretagne. Ils mangeaient le goémon breton, le Fucus vesicillus, qui a un goût affreux. Hein. Mais ils n'avaient plus rien à bouffer, ils ont mangé ça. Donc ils ont arrêté après. Mais on aurait dû démarrer depuis très longtemps. Ça fait des siècles, en Chine, en Corée, au Japon, en Philippines, au Vietnam, que les gens consomment des algues, bien sûr, cultivées. Ce qui veut dire que là, en fait, c'est assez intéressant parce que ça ressemble à ce qu'on fait sur Terre. Hein. Alors, il y a plusieurs solutions. Ou bien on ensemence l'océan, comme on le fait sur un champ agricole. Il y a des endroits où on fertilise l'océan. On met des engrais, hein, on met des engrais avec de l'azote, du phosphore, des choses comme ça, effectivement, dans l'eau de mer, sur les 10 premiers mètres. Hein. Et les algues sont cultivées, donc elles sont fixées sur des filets qui descendent jusqu'à 30 mètres de fond. Donc là, on est en pleine eau. Et le second système, c'est exactement comme un champ, comme un paysan chez nous. On descend à 5-6 mètres d'eau. Et là, on cultive le fond, on fait des sillons, on plante des algues qui poussent et on les récolte dans la masse d'eau quand l'eau est suffisamment chaude, suffisamment oxygénée au bout d'un certain temps. Ça marche très bien en fait. Hein. Alors le problème de la Bretagne, ce qui a été compliqué, c'était une zone de tempête terrible. Et c'est vrai par exemple, il parle du wakame. Bon, on a essayé depuis longtemps à Ouessant de cultiver ce genre de truc, mais à la première tempête, tout s'en va, quoi. Les filets sont arrachés, détruits. C'était les conditions météo qui ont beaucoup freiné le développement de l'agriculture en France. Hein. On n'a pas de fjord protégés, on n'a pas de baies très protégées, même la baie de Dornenay. Hein. Donc c'est vrai que ça, c'est un problème très pratique, mais vraiment très trivial, hein, de la masse d'eau qui bouge trop quelquefois et qui détruit les installations. Mais cultiver de l'algue en Bretagne, il faut y aller. On a de l'eau de bonne qualité dès qu'on n'est pas dans un estuaire de rivière contaminée. Hein. Dès qu'on va un peu au large. Oui, ça, c'est une très bonne idée. Jusqu'au jour, au bout de quelques années, il y a eu une tempête terrible qui a tout détruit. Mais pour moi, c'est évident qu'il faut qu'on en fasse. Hein. L'algue est de très très bonne qualité. Elle contient beaucoup d'eau. Hein, donc là, c'est encore plus que mes tomates. Hein, donc c'est intéressant. Des sels de très bonne qualité, des sels minéraux, de l'iode, dont on parle souvent dans le reportage. Et c'est vrai que l'algoculture, pour moi, elle est essentielle. Vous avez des pays au monde où mais c'est inconcevable de manger autre chose que cela. Hein. On a d'abord des algues, et après on a des crevettes, et on a des poissons. Hein. Moi, j'y crois énormément à l'algoculture, et je trouve dommage qu'on ne s'y soit pas suffisamment penché en Europe. Donc je suis ravi que des collègues en Bretagne s'y collent. Les algues fraîchement récoltées sont dans le laboratoire, prêtes à être transformées. C'est parti. Corentin descend rejoindre son équipe dans le laboratoire de transformation. Il est l'heure de lancer la production. Avant la cuisson, 4 personnes sont en train de trier les algues. Ça ressemble à quoi ? Beaucoup de cheveux, je trouve. Ça fait comme plein de cheveux. Des fils de Scooby-Doo aussi, ouais. Alors là, on est à l'étape de refroidissement des algues. Pour garder le vert très 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 beau des algues, il faut stopper tout de suite la cuisson. Donc la cuisson, c'est lent, à forte température, et un refroidissement très rapide, à faible température. Donc les algues arrivent ici, elles sont dans des palox, c'est des grosses boîtes en plastique de 700 litres qui sont remplies d'algues fraîches. On a un basculeur qui va venir charger une première table de tri pour séparer tout ce qui est algues qu'on ne voudrait pas ou des petits morceaux d'algues qui sont pas beaux. Donc c'est une première phase de tri avec après un poste de chargement parce qu'il va falloir alimenter la grosse cuve de chauffe. Puis on a 2 personnes qui remuent pour que vraiment la cuisson soit homogène et que le temps soit bien maîtrisé. Puis après on va avoir un autre poste qui va être le refroidissement. Hein. Donc l'idée c'est que les algues soient plongées très rapidement dans de l'eau froide, dans l'eau de mer froide. Et puis dans différents bains consécutifs jusqu'à avoir une température vraiment très faible, quoi. Et on va venir récupérer ces algues-là, les mettre dans les cagettes pour après pouvoir alimenter donc cette grosse bétonnière qu'on appelle la baratte et qui va nous permettre de mélanger le sel et les algues. Ce matin, vous êtes allé ramasser les algues à la main alors que vous en cultivez. Pourquoi mixer les deux ? Il y a une partie des algues qu'on ne peut pas cultiver. Alors on ne sait pas faire, c'est aussi simple que ça, c'est de la biologie, hein, mais il y a cette partie-là. Et il y a aussi une seconde chose, c'est que
le milieu naturel est quand même assez riche. Donc là, ce matin, on est allé récolter du haricot. Le haricot de mer ou spaghetti, il est assez présent dans le milieu et les champs qu'on entretient en fait sont hyper productifs. Quand ils sont bien entretenus, un petit caillou suffit pour une année de production, quoi. Donc c'est des algues, le haricot, on n'a aujourd'hui pas intérêt à le cultiver, hein. Il n'y a aucun intérêt, les ressources naturelles sont largement suffisantes. Contrairement au wakame et au kombu, où là, il y a tout un intérêt à les cultiver parce que c'est plus facile de les récolter en mer, sur les champs. C'est aussi une qualité qui est différente. Nous, on va récolter des algues qui sont très jeunes, avec une mâche qui est sans égale, quoi. Et en algoculture, est-ce que c'est comme en agriculture? Finalement, on est quand même sur un système de monoculture d'algues. Ça, c'est un de nos grands regrets aujourd'hui. Les 150 hectares sont réservés exclusivement à l'espèce Saccharina latissima, donc le kombu royal. Et on aimerait pouvoir faire plus d'espèces, oui, parce qu'on sait, hein, la monoculture, ça peut générer des maladies, ça peut générer... Enfin, c'est pas un bon système. Le kombu, notamment, quand on va le chercher dans le milieu sauvage, c'est des algues qui sont très larges, très épaisses. Et tout l'intérêt est justement d'aller chercher des jeunes plantes qu'on va cultiver et que une fois processées, elles vont avoir vraiment un côté un peu fondant, vraiment un croquant assez spécifique. Et puis il y a aussi une question d'avoir toujours la même algue pour que ce soit le plus homogène, avoir le produit le même, quoi, pour proposer tout au long de l'année des algues qui sont donc en volume suffisant aussi, parce que l'algoculture permet d'avoir des volumes importants et sans impacter aussi la ressource, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en Bretagne le système est assez bien fait et bien contrôlé, hein, en termes de ressources sauvages, mais on voit qu'aujourd'hui on arrive quand même à un certain seuil et que la ressource n'est pas illimitée, quoi. Donc l'algoculture, c'est une façon de produire plus, d'une qualité meilleure et puis d'avenir, quoi. Et comment vous voyez le futur de l'algoculture? Je l'espère très, très développant. L'algoculture souffre effectivement d'une image de marque très délétère, que je comprends, parce qu'on ne voit que des poissons carnivores. L'algoculture, pour un Français, c'est le saumon et les crevettes, point barre. Donc, crevettes, le loup de mer, hein, le turbo, le saumon, la dorade, c'est pas très sustainable, puisqu'il faut aller pêcher des poissons sauvages et transformer en farine et en aliments pour nourrir ces animaux-là. Alors, ça marche au niveau économique, parce qu'on pêche une sardine qu'on vend 20 centimes d'euros le kilo, et on produit un saumon qui en vaut 3, ou bien un thon rouge qui en vaut 100, quoi. Mais énergétiquement, c'est pas sustainable, ça, c'est pas durable, en fait, hein. Donc, laissons ça de côté. Revenons à la culture des mollusques. Et là, ils sont intéressants. Donc, les coquilles Saint-Jacques, que j'aime beaucoup, les huîtres, les moules, les palourdes, tous ces animaux-là, en fait, sont super intéressants. Les ormeaux, les bénitiers, maintenant, parce qu'effectivement, ils vont utiliser la biomasse de microalgues de l'eau, ils filtrent l'eau, ils se nourrissent de ça, et en échange, ils font de la matière organique de très grande valeur économique, finalement, hein. Une chair de crevette ou une chair d'ormeau, ça vaut largement n'importe quelle chair d'un bon poisson. Il faut voir les prix aujourd'hui, hein, faut regarder. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a les algues aussi, qui sont pour moi le premier système. Parce qu'en fait, nous, on oublie ça, parce que c'est tout récent chez nous. On ne savait même pas que ça se cultivait. Les Français ne savent même pas que ce qu'ils mangent dans les restaurants exotiques, c'est une algue de culture, pas sauvage. Donc c'est là qu'effectivement, il y a un avenir qui devrait être fantastique, parce que c'est dans l'eau de mer. Alors, le corollaire, il faut une mer propre. Et aujourd'hui, l'eau de mer littorale n'est plus propre. C'est ça le problème. Donc, là-dedans, dans le bilan, les algues jouent un rôle essentiel, parce qu'elles sont capables de faire de l'oxygène et de capter du CO2. Merveilleux, largement aussi bien que les arbres. C'est 2 fois mieux. L'algoculture a encore un long chemin à parcourir devant elle, en France. Pour l'instant, les macroalgues ne sont cultivées qu'en Bretagne et le marché est encore un peu timide chez nous. Une des agricultures d'aujourd'hui et peut-être de demain. Une autre agriculture, un podcast Château Cheval Blanc. Écriture et tournage, Alice Roy. Réalisation et mixage, Loïc Frapsos. Musique originale, Samuel Hirsch. Direction artistique, Camille Juzo. Direction de production, Chloé Tavissian. Merci de nous avoir suivis pour cette première saison du podcast Une autre agriculture.